Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est en évolution vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, l'ensemble humain, la totalité des êtres humains, on travaille tous et à égalité pour cette œuvre. À égalité parce qu'on donne l'ensemble de notre existence à cette évolution vers la perfection. On arrive sur Terre, on appartient à tel ou tel groupe, communauté, etc., pays, religion. Et puis on croit que notre appartenance, elle est celle-ci. En réalité, nous appartenons à l'humanité, à ce grand chemin qu'est l'humanité, à cette grande aventure. Et c'est elle qui aboutira à la fin de son évolution dans cet état d'ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, le fait d'être totalement unifié, voilà. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais en fait c'est la finalité, selon moi, de l'humanité. Voilà. Et j'essaie de démontrer cette mécanique sur le site mécaniqueuniverselle.net et puis à travers ces vidéos que vous connaissez si vous fréquentez le site sur lequel nous sommes là. Alors, cette nuit, j'ai écouté un podcast sur France Culture. Pendant 2 mois, je me suis essentiellement consacré aux rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. Et donc, j'avais un peu délaissé ce travail que je fais de temps en temps à partir des podcasts que j'écoute. Et là, cette nuit, je suis tombé sur une série, avec philosophie, l'émission que j'écoute assez régulièrement. La série s'intitulait « La philosophie poussée vers les marges ». Et l'épisode 4 sur 4 était consacré à la pauvreté, ce que la pauvreté dit aux philosophes. Et ça m'a... d'habitude, je m'endors en règle générale sur ce type d'émission. Quand c'est la nuit, c'est pas les émissions qui m'endorment, mais c'est la fatigue qui finit par vaincre sur moi. Et là, j'ai plus ou moins écouté avec une oreille un peu somnolente quand même, mais il me semble que j'ai pratiquement tout entendu. Et ça m'a donné vraiment envie de travailler à partir de ce podcast. Alors je délaisse un peu pour un petit temps le travail que je faisais à partir de Nietzsche et du Zarathustra pour essayer d'éclairer ce podcast sur la pauvreté. Les 2 intervenants, c'est Étienne Elmer, philosophe spécialité de philosophie ancienne, et Cécile Lavergne, maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique. Allons-y, donc je pratique comme ça, je lance et puis je commente éventuellement. Allons-y. Géraldine Mulman. Nous parlons des figures de la marginalité cette semaine. Ce matin, que dit la pauvreté à la philosophie? Et je pense que c'est très difficile pour la philosophie, pour les philosophes, de parler clairement et de façon libérée de la pauvreté. Et c'est là où on va voir à quel point la pauvreté travaille l'humanité. Elle travaille autant que n'importe quel ouvrier, que celui qui en est victime agit autant sur l'évolution de l'humanité que le chef de l'État ou que... Voilà, quand je parlais d'égalité au tout départ, c'est une égalité fondamentale.
Sauf que l'humanité n'a pas pris encore conscience de ce fondement d'égalité entre chaque être humain pour la construction de l'humanité. C'est pourquoi elle va distinguer le sociologue qui va écrire sur la pauvreté et le pauvre qui, par ce qu'il montre, par ce qu'il apporte à l'humanité, agit exactement de la même façon, enfin, agit autant l'un que l'autre pour cette évolution. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui reçoit les éloges et l'autre qu'on oublie ou qu'on ne voit pas ou qu'on méprise parfois. Oh, face à la misère, à la détresse, à la pauvreté modérée ou extrême, la philosophie ne peut pas grand-chose. Inutile de se raconter des histoires. Elle est cependant comme le badaud qui se promène dans les villes, le promeneur qui traverse des campagnes appauvries ou le voyageur qui visite d'autres contrées. Elle voit la pauvreté, elle y pense. Elle se demande aussi ce que cela fait d'être vue par cette pauvreté qui, elle aussi, a des yeux. Et c'est là où elle se demande ce que cela fait, donc elle essaye de se mettre à la place. C'est l'empathie de la philosophie, des philosophes, des penseurs qui essaient de se mettre à la place de la pauvreté, pas pour rien, c'est pour vraiment agir pour que la société prenne conscience et développe son niveau de conscience vis-à-vis de ça. Mais elle n'a pas compris l'importance encore, la philosophie, à mon sens, l'importance fondamentale de celui qui est dans le dénuement, du mendiant dans la rue. Elle n'a pas compris le travail ce qu'il apporte à l'humanité. Et ça, c'est la prochaine étape, je pense, du niveau de conscience que la société doit prendre. Et là, on est dans la continuation du travail de Nietzsche, qui va casser les stéréotypes, qui va briser la façon dont la société du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, voyait l'humanité, voyait les choses, pour éclairer des pans qui n'étaient pas vus par la société à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le travail que je réalise sur la mécanique universelle, il comporte aussi cela, c'est-à-dire d'éclairer des pans que la société n'a pas encore vus de sa propre évolution. À cela, oui, elle peut réfléchir, la philosophie, à cette relation, au jugement implicite que l'on forge alors et que l'on ne peut pas toujours contrôler, à la douceur de ces jugements ou au contraire à leur dureté, parfois bien involontaire, comme si on avait peur ou comme si une envie de comprendre trébuchait sur une incapacité à le faire et on préfère alors ne pas trop y réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé et se passe encore dans cette vie de dénuement, voire dans cette vie de mendiant? C'est douloureux d'expliquer et d'explorer toutes ces choses, mais allons-y tout de même. C'est douloureux parce qu'il y a la culpabilité, c'est ça qui est dans la douleur de la philosophie. Mais quand on analyse en profondeur, on sort de cette douleur pour vraiment faire un travail de restauration de l'honneur perdu ou jamais trouvé encore de chaque être humain dans l'humanité. Et surtout, évidemment, ceux à qui l'humanité dénie le droit de cet honneur. Bonjour Cécile Lavergne. Et de son travail. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université de Lille. Vous réfléchissez à ce qu'on appelle les injustices épistémiques liées à la pauvreté. Alors évidemment, vous nous expliquerez tout cela en profondeur. Je voudrais juste dire d'emblée, un peu sommairement, que cela signifie que dans la relation à la pauvreté, malgré parfois les meilleures intentions, il y a une tendance à supposer que le pauvre ne fait pas ce qu'il faut, qu'il ne connaît pas assez de choses, qu'il devrait d'une certaine façon être plus éduqué, des choses de ce genre qui traînent dans nos têtes. C'est un ensemble de biais cognitifs que les personnes pauvres subissent comme une deuxième peine et que la recherche permet de mettre au jour. Et bonjour et d'effacer, parce que on a ces biais cognitifs, ils sont vraiment à dépasser, et l'humanité les dépassera. Elle comprendra à quel point le mendiant a un sens et
une activité fondamentale pour l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Étienne Elmer. Bonjour Géraldine Neumann. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Porto Rico et aussi rattaché à l'université française de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous êtes un des meilleurs spécialistes français de Diogène de Sinope, ce philosophe grec qui a vécu de 413 à 323 avant notre ère et dont la pensée a fondé l'école dite cynique. Diogène avait fait de la pauvreté un état nécessaire à la sagesse philosophique, vous nous expliquerez. Et ces dernières années, Étienne Elmer, vous avez aussi publié 2 volumes, l'un chez Verdier et l'autre au Classique Garnier, qui révèlent un intérêt plus spécifique pour l'état de mendiant en Grèce antique et aujourd'hui. Voilà, et c'est là où la philosophie va faire de la philosophie, alors qu'elle doit faire de la résistance, elle doit faire de la critique, elle doit faire de l'éveil, elle doit éveiller l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment percuté à l'écoute hier de cette... Ah, comme ça, t'es sans domicile. Provisoirement. Oh, mais il y a du provisoire qui dure, hein. Ah, j'en suis pas à tendre la main quand même. Oui, mais c'est pas n'importe qui peut le faire, pas vrai, Toubib? Je confirme. L'important, c'est pas la main, c'est l'œil. Si tu tends la main, les gens passent. Fini. Faut capter l'œil. Tout est dans l'œil. Dès que t'en captes une paire, faut plus la lâcher. Crayon, Toubib? lève-toi et boite. Regarde le travail. Vous n'auriez pas 10 francs, monsieur. C'est ridicule. Répondez. T'as qu'à bosser, feignant. Bien, monsieur Berthier, il a raison. Il aimerait bien travailler, mais sa jambe a été happée par un train sur un chantier. Menteur. Il a 3 enfants handicapés. Et moi, j'ai rien à donner. J'ai plus rien. J'ai plus de travail, plus de famille. Et ma voiture, Ouais. à la fourrière. Eh ben voilà. Vous venez d'entendre un extrait du film Une époque formidable, réalisé par Gérard Jugnot en 1991. Il est dans le film, c'est même lui qui vient de tout perdre et rejoint des copains dans le dénuement extrême et qui lui apprennent à mendier. Vous avez évidemment reconnu la voix, je pense, de Richard Bohringer. Il y a aussi Tiki Olgado. Est-ce que vous pensez, Étienne Elmer, parce que c'est un des enjeux dans ce... Il y en a d'autres, hein, mais il y a un des enjeux dans cet extrait, que mendier s'apprend. C'est une très, très profonde question parce qu'effectivement, personne, j'imagine, ne se met à mendier de plein gré ou de bonne volonté. Et qu'il faut apprendre effectivement déjà à une forme de renoncement et aussi à apprendre, j'imagine, ce que c'est que le regard des autres ou l'indifférence des autres aussi, c'est-à-dire l'absence de regard Oui. sur la personne qui mendie. Donc je pense que oui, il y a alors, est-ce que ça peut aller évidemment aussi jusqu'à ces attitudes physiques et corporelles qui sont mentionnées dans l'extrait, mais je pense que c'est d'abord, j'imagine, enfin, d'après ce que on peut reconstituer à partir de connaissances philosophiques ou littéraires, c'est d'abord peut-être l'apprentissage d'une nouvelle subjectivité, quoi. Oui, c'est ça, vous le dites, c'est un enjeu dans vos travaux. Voilà, c'est Que dans la pauvreté, beaucoup de choses doivent se reconfigurer, un rapport à la dignité qui bouge, qui ne s'abolit pas du tout, contrairement à ce qu'on croit parfois. Et ce changement-là, c'est pas un objet facile pour la philosophie. Vous y êtes allé, vous. C'est pas un objet facile. Alors d'abord parce que ce n'est pas un objet statistiquement très fréquent dans les livres de philosophie, et puis c'est pas un objet facile, et cette absence de fréquence dans les ouvrages de philosophie sur ces questions de grande pauvreté ou de mendicité tient aussi au fait que probablement il y a un déséquilibre ou une asymétrie dans la relation que vous avez évoquée au début de votre présentation. C'est-à-dire que la personne démunie, et plus encore la personne qui vit dans la rue et qui mendie, est perçue depuis une position qu'il aperçoit comme une personne étant en manque et n'étant pas elle-même en mesure
de s'exprimer, de définir ses manques et d'avoir part de manière dynamique et active à la relation. Donc la relation est asymétrique et donc ce que les travaux philosophiques que l'on peut trouver sur la question et puis de sociologie ou de psychologie sociale montrent, c'est qu'au fond, il faut inverser cette perspective pour comprendre. Et bien sûr, parce que tout simplement, elle est totalement fausse. Le courage qu'il faut pour être dans la rue, pour mendier, pour passer à ce niveau-là, pour un être humain, c'est inouï. La force, la volonté, il y a tout un tas de qualités qui sont requises et que dans la vie ordinaire, on ne l'a pas. Quand on a un toit, quand on a tout ce qu'il faut, on n'a pas du tout, on ne développe pas du tout ces qualités-là. Déjà, rien que ces qualités-là. C'est un monde qui mérite vraiment d'être éclairé. Et puis, chaque être humain qui se retrouve projeté par la société, parce qu'en réalité c'est ça, c'est la société qui projette un être humain dans la rue. Quoi qu'il arrive, c'est pas, même si parfois ça pourrait être un choix pour certains, un choix de liberté ou quoi que ce soit, mais la société, elle fait rien pour permettre que ce choix se fasse sans danger, sans douleur, sans être obligé de vivre quelque chose de très antique à l'humanité, c'est-à-dire ce que nous avons connu quand nous étions à l'origine de l'humanité, c'est-à-dire la peur, la précarité, le fait de ne pas savoir d'être à la merci de la nature, en somme, de la nature humaine et de la nature qui est présente. Prendre que depuis le la dénuement, nature depuis la mendicité, il y a une autre subjectivité, voilà, pleine, riche, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas confrontée à des difficultés, hein, ça n'abolit pas évidemment les difficultés réelles, mais elle est là et c'est elle dont il faut se saisir. Vous traitez aussi de ces questions avec beaucoup de précision et de tact, je trouve, Cécile Lavergne. Mais on va parler de cette subjectivité qui se reconfigure dans la pauvreté, mais dans l'extrait que nous avons entendu de ce film de Gérard Jugnot, Une époque formidable, il y a un autre enjeu qui transparaît. Ils font la comédie, ces copains-là, pour lui apprendre comment il faudra mendier. Et ils font tout cela auprès de lui, qui est donc mis dans le rôle de celui qui reçoit la mendicité, de celui qui est regardé, de celui à qui on demande. Et on note que son premier réflexe, c'est un agacement, une colère. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet de mettre au jour le fait que si mendier est très difficile, reconfigure plein de choses, et peut-être s'apprend dans le dénuement extrême, recevoir des demandes de cet ordre, de la mendicité, c'est aussi plusieurs rôles qui se travaillent, qui sont parfois involontaires, des agacements qu'on ne voudrait pas avoir, des choses dont là aussi la philosophie a beaucoup de mal. Alors, oui, mais la philosophie a beaucoup de mal, mais je pense que c'est l'empathie qui a beaucoup de mal. C'est plus des questions d'individus, parce que on voit bien comment c'est difficile de traiter le fond. Le fond, c'est l'aptitude de l'esprit à se mettre à la place de ce qui est vécu par quelqu'un qui est dans la rue, par quelqu'un qui est dehors. Qui est même, s'il y a quelques endroits pour pouvoir dormir, etc., des centres d'hébergement, etc. Mais la terreur dans laquelle ça se passe, la violence dans laquelle ça se passe, le côté dur qui existe à ce niveau-là. Même si il y a aussi l'autre côté, la solidarité, parfois des choses très très profondes qui se passent, et des vies qui sont vraiment en prise avec la vie, des vies qui sont plus intenses, plus fortes. Donc il y a tout ça évidemment.
Mais ça mérite, ça demande un niveau d'empathie pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la pauvreté, qui doit sortir des rouages de la philosophie classique, d'en parler comme de la philosophie. Ça demande d'autre chose. C'est presque, j'allais dire indécent, mais c'est presque malheureux d'en parler d'en parler de façon philosophique, de ce que vivent nos frères humains, certains de nos frères humains. Il y a quelque chose qui va pas. Et je me souviens que quand je l'ai écouté dans la nuit, ça m'a vraiment sauté aux oreilles. Il y avait un côté qui n'allait pas parfois au niveau de l'empathie suffisamment et qui restait au niveau de la philosophie, de la théorie, etc., de l'art philosophique. Et là, c'est autre chose à mon sens qu'on demande à la philosophie, c'est d'aller au niveau de l'absolue empathie, de se mettre absolument à la place de ce qui est vécu, soit en esprit, soit en expérience. D'ailleurs, c'est ce que fait sans doute, c'est ce qu'a fait peut-être c'est les deux intervenants qui ont vécu cela. Et donc, mais la façon dont c'est exprimé, c'est toujours exprimé de façon philosophique, jusqu'à ce point-là, où nous en sommes. On verra après ce qui se passe. Parlez, n'est-ce pas, Cécile Lavergne? Oui, alors ce que je trouve très intéressant dans cet extrait qui est traité avec comique, c'est, comme le disait Étienne Elmer, hein, le fait que la posture du mendiant demande un certain nombre de compétences corporelles, l'apprentissage d'une forme de ruse aussi, qui doit en fait négocier avec un certain nombre de stéréotypes qui portent sur la personne pauvre, le mendiant, le stéréotype du fainéant, le stéréotype du simulateur qui ment sur ses enfants, qui ment sur son handicap. Et donc en fait le mendiant est forcé de déployer des ressources d'ingéniosité, de ruse pour incarner un rôle qui est celui du bon pauvre en fait, qui va pouvoir recevoir d'une certaine façon la compassion de celui ou celle à qui il demande l'aumône. Et c'est ça que l'éclaircissement de la réalité, c'est-à-dire pouvoir montrer à l'humanité que le mendiant, il travaille autant l'humanité, c'est un ouvrier de l'humanité, sauf qu'il n'est pas payé par la société pour ça. Voilà, il accomplit un travail pour l'évolution de l'humanité qui est aussi important que celui qui va écrire sur son compte, que le sociologue, que le philosophe qui va écrire sur son compte. Et quand l'humanité aura pris conscience de ça, eh bien on enlèvera cette négociation où celui qui se retrouve dans une telle situation n'a pas à travailler pour essayer de restaurer quelque chose qui est déjà en réalité, c'est-à-dire un sens et une place dans l'humanité incontestable et un rôle et une activité et le fait qu'il travaille pour l'humanité, donc il doit être restauré. Ça restaurera à partir du moment où on éclairera cette dimension. C'est valable pour tout ce que l'humanité rejette, c'est-à-dire le toxicomane, etc., voilà, le handicapé, leur rôle est essentiel, et pas essentiel au sens que il doit perdurer, mais puisque le fait d'être là, d'être présent dans cette humanité, ça veut dire qu'ils ont un rôle et que leur travail est aussi important que celui du milliardaire, que voilà, c'est celui qui mendie au coin d'une rue, il est
100% aussi important que Bill Gates ou que qui que ce soit d'autre qui est à l'autre bord du spectre humain. Et ça c'est vraiment important parce que là, on justifie en fait, en discutant, en parlant de ça, ben oui, effectivement, il doit travailler le regard qu'on va porter sur lui. C'est-à-dire que sa place n'étant pas définie, reconnue par la société, par l'humanité, eh bien, il doit travailler à se justifier, à trouver le truc pour se faire apprécier quand même, trouver la solution pour malgré tout avoir sa place, quoi. Mais sur quelque chose qui est injuste, qui est pas vu, qui est pas la réalité. Il est obligé de construire quelque chose qui est déjà construit par-dessus pour embellir une position qui est déjà posée. Et il faut l'embellir pour que la société puisse dire ah ben oui, il existe, quoi. Et là, c'est un problème, à mon sens. Et de ce point de vue-là, ça montre en fait. Si je reprends en fait le parti pris qui est celui d'Étienne Elmer et qui est aussi le mien de penser en fait la pauvreté aussi dans sa positivité, dans ses dimensions cachées positives. Voilà. Eh bien, on voit là. C'est là où quand même il y a une différence entre la philosophie qui n'est pas au contact de la pauvreté, qui parle d'une certaine façon, la philosophie qui est au contact de la pauvreté, comme ces deux intervenants, et qui peuvent véritablement, qui ont déjà un regard, qui peuvent dire qu'il y a du positif derrière, qu'il y a quelque chose de positif dans la pauvreté à tous les niveaux, au niveau de ce qu'éclairait Diogène le cynique, mais également ce qui se passe quand pour ces sociologues qui sont au contact avec ATD Carmonde, avec voilà, qui connaissent ces mendiants, qui connaissent la pauvreté, qui sont au contact de ces gens-là, et donc qui ont un regard beaucoup plus vrai qu'une philosophie qui se contenterait juste de philosopher sans comprendre et sans que l'empathie puisse comprendre, parce que l'empathie peut comprendre de la même manière que l'expérimentation. Le mendiant, c'est aussi en fait des attitudes de ruse, d'intelligence, qui doit aussi faire face à beaucoup d'indifférence, une violence du regard, une suspicion permanente avec laquelle, alors ici c'est traité avec humour évidemment, mais on se doute bien que ce poids du regard social sur la pauvreté, sur la mendicité, il est extrêmement écrasant, il est extrêmement douloureux et il peut conduire à la honte, l'humiliation, la colère et à des subjectivités aussi écrasées par la misère. Et la personne qui reçoit la demande d'aide, comment vous pensez qu'elle apprend, enfin plus exactement, comment est-ce que vous jugez les différents rôles possibles, qui sont joués d'ailleurs par Junio dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Comment philosophiquement vous abordez la question du regard sur la pauvreté ? Alors philosophiquement, le regard sur la pauvreté... comme l'a rappelé aussi mon collègue, il a été beaucoup placé sous le signe d'une négativité, du manque, c'est-à-dire la pauvreté, c'est le diminuant. Ça peut être aussi l'absence de logos, si j'en crois à la très belle lecture d'Étienne Elmer sur Aristote. Ça peut être l'absence d'intelligence, l'absence d'éducation. Et puis, le regard sur la pauvreté... On va arrêter là pour cette vidéo, mais je reprendrai un tout petit peu avant. Voilà, je pense là, pour la prochaine étape. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt.